Le collectif fait un travail d'éducation, de sensibilisation et de mobilisation contre le militarisme et la guerre. En 2016, le collectif a ouvert ses rangs également aux individus et aujourd'hui, il regroupe une trentaine d'organisations et plus d'une centaine d'individus engagés. L'augmentation depuis quelques années des rivalités entre les États-Unis, la Chine et la Russie et la volonté de plusieurs pays de moderniser leur arsenal nucléaire a ramené la question des armes nucléaires à l'ordre du jour et nous a incités à faire de la lutte pour l'élimination de ces armes nucléaires une priorité. C'est dans ce contexte que nous avons produit le fascicule que nous lançons aujourd'hui et que je vais vous montrer en primeur. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Donc, nous avons nommé ce webinaire « Les armes nucléaires, péril pour l'humanité » pour affirmer qu'il y a urgence en la demeure. Chaque année, depuis 1945, le Bulletin of Atomic Scientists règle les aiguilles de l'horloge de l'apocalypse comme indicateur du niveau de la menace qui pèse sur nous. En 2020 et en 2021, les aiguilles ont été réglées à minuit moins 100 secondes, plus proches de l'apocalypse qu'elles ne l'ont jamais été, même au plus fort de la guerre froide. Nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Michel Duguay, militant du mouvement antinucléaire depuis 1983. Michel Duguay a obtenu un doctorat en physique nucléaire à l'université Yale en 1966. Il a œuvré dans le domaine de la recherche en laser et en photonique dans les laboratoires de AT&T au New Jersey jusqu'en 1987. Et en 1988, il a occupé une chaire CRSNG Québec Téléphone à l'Université Laval. Monsieur Michel Duguay, je vous cède la parole. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Oui? OK. Bon. Alors, je dois souligner que je travaille depuis 6 ans avec des organismes canadiens, le POGWASH, Canadian POGWASH, et aussi le groupe Science for Peace qui est basé à l'Université de Toronto. Et je fais partie aussi d'autres organisations comme Global Zero. Je suis beaucoup impliqué. Comme certains d'entre nous, j'ai déjà perdu quelques heures de sommeil à m'inquiéter sur la guerre nucléaire. Et, mais comme je suis de nature optimiste, je pense que nous allons gagner cette bataille pour le désarmement nucléaire. Alors, le plan de ma présentation est assez simple. Je vais parler d'abord de la crise de Cuba. On considère encore qu'en octobre 1962, le monde est venu très proche d'une situation de guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie, l'Union soviétique. Alors, donc, je vais parler de la crise de Cuba. Ensuite, je vais parler de l'exercice militaire de l'OTAN en novembre 1983, qui s'appelle Able Archer. C'est un moment où on a eu très peur que, du côté russe, les Russes ont eu peur que les Américains qui faisaient un exercice militaire pour l'OTAN, qui s'en servaient comme une ruse pour faire une vraie attaque nucléaire sur l'Union soviétique. Et après ça, je vais parler du plus grand danger à mes yeux d'un échange nucléaire. C'est ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Et je terminerai par quelques mots sur les activités de certains groupes modernes pour le désarmement nucléaire. Alors, la crise de Cuba. Alors, comme vous avez déjà beaucoup de notions pour la crise de Cuba, je vais simplement vous rappeler les points saillants de cette crise. La crise a eu lieu
en octobre 1962, mais ses racines remontent à au moins 4 ans auparavant, 1958. Les Américains ont toujours été les premiers dans le domaine des bombes nucléaires. Et dans le domaine des missiles nucléaires, les Russes ont été un peu avant-gardistes, mais les Américains ont rattrapé rapidement. Et alors en 1958, les Américains étaient en fait en avance des Russes par rapport aux missiles nucléaires, aux missiles pour livrer des bombes nucléaires. Alors en 1958, les Américains ont eu l'idée, disons, géniale d'installer des missiles Jupiter en Turquie, juste sur le bord de la mer Noire, d'installer des missiles Jupiter qui pouvaient atteindre Moscou en à peu près 10-15 minutes. Et vous pouvez imaginer que c'était inquiétant pour les Russes de voir ces missiles en Turquie. Mais ils l'avaient accepté. En 1961, les Américains qui, comme vous savez, ont développé une certaine habitude à renverser des gouvernements, afin de renverser le gouvernement de Fidel Castro, ils ont envahi Cuba en 61. Mais ils se servaient de soldats mercenaires, des Cubains qui étaient partis en exil. C'était mal organisé. L'invasion a échoué. Puis les Américains se sont retirés la queue entre les deux pattes. Alors, en juillet 62, Fidel Castro a demandé à Khrouchtchev, qui était le président de l'Union soviétique à l'époque, Castro a demandé aux Russes d'installer des missiles nucléaires à Cuba pour empêcher les Américains d'envahir encore une fois Cuba. Et les Russes, Khrouchtchev a accepté, parce que les Russes, à ce moment-là, avaient des missiles qu'ils ne pouvaient pas atteindre à partir de la Sibérie. Leurs missiles n'étaient pas capables d'atteindre les États-Unis. Alors, installer des missiles à Cuba, qui est à seulement 2000 km de Washington, à 90 km de la Floride, ça a plu aux militaires russes et à leur président Khrouchtchev. Alors, ils ont décidé en secret de commencer à installer des missiles nucléaires. Ils ont commencé à l'été 1962 et ils continuaient à l'automne. Mais là, les Américains ont un bon système d'espions, comme les Russes. Et les Américains ont appris par leurs espions qui étaient à Cuba qu'il y avait des avions militaires russes et des missiles qui entraient dans le pays. Alors, les Américains ont commencé à envoyer plus d'avions, les fameux avions U-2 en particulier, prendre des photos aériennes à haute résolution de ce qui se passait à Cuba. Et finalement, le 15 octobre, ils ont pu établir que les Russes avaient commencé à installer des missiles à Cuba. Ce qu'ils ne savaient pas à ce moment-là, les Américains, ils l'ont appris plus tard, c'est qu'il y avait déjà des armes nucléaires russes, à peu près 140 bombes sur Cuba. Mais là, les Américains tout de suite n'ont pas aimé de voir des missiles russes à Cuba et ils ont commencé à protester auprès des Russes, à faire des manœuvres. Et finalement, la chicane entre les deux a monté de cran en cran, tellement qu'à un moment donné, le 26 octobre, les Américains ont mis leurs forces nucléaires en état d'alerte qu'ils appellent DEFCON 2. Si vous avez vu des films, il y a eu beaucoup de films américains faits sur la possibilité de guerre nucléaire. DEFCON 2, c'est à un cran de DEFCON 1. DEFCON 1, c'est la guerre nucléaire. DEFCON 2, c'est guerre nucléaire imminente. Alors, heureusement, ça c'est mon point de vue. D'autres historiens vont avoir des points de vue différents. Heureusement qu'il y avait des espions à Cuba, des espions russes, des espions américains. Puis les espions, ce que j'aime d'eux autres, c'est que leur business,
c'est de trouver l'information, la vraie information, pas la désinformation de Donald Trump. Alors, les Russes ont vu que les Américains, à DEFCON 2, étaient à un doigt de la guerre nucléaire. Et là, vous serez peut-être un peu surpris, moi j'étais un petit peu surpris, que la réaction des Américains, c'était de mettre le plus de bombardiers dans les cieux, alerter tout, mettre le branle-bas de combat pour préparer la guerre. Les Russes, eux autres, se sont gelés. Ils n'ont rien fait. Ils ont laissé tous leurs avions au sol, leurs missiles. Ils ne faisaient rien. Ils étaient comme un animal là, qui a une grosse peur et qui ne bouge pas. Alors, ce qui nous a vraiment sauvés, entre autres, c'est que le 26 octobre, le chef du KGB à Washington, l'organisme KGB, là, service secret russe, avait des quartiers généraux à Washington, un édifice à Washington. Puis le directeur de cet organisme KGB a invité un journaliste de l'ABC, John Scali, à aller prendre le lunch ensemble. Puis le gars du KGB, il a proposé la chose suivante. Il a dit, vous avez accès à John Kennedy. Dites-lui que si les Américains promettent de ne pas envahir Cuba, on va retirer nos missiles de Cuba. Et en plus, dans les coulisses derrière, ça c'était un top secret, très secret, Robert Kennedy, le frère de John Kennedy, avait négocié avec les équivalents russes que si les Russes retiraient les missiles de Cuba, ben, les Américains, ils retireraient leurs missiles Jupiter de la Turquie. Alors, le deal était fait. Et le 28 octobre, Radio Moscou a annoncé au monde entier que les Russes avaient parvenu une entente avec John Kennedy, que toutes leurs armes étaient retirées de Cuba, puis que les Américains n'allaient pas envahir Cuba. Donc, tout était beau. Alors, si maintenant on analyse un peu plus ce qui s'est passé dans la crise de Cuba, puis vous savez qu'il y a beaucoup de bouquins qui ont été écrits là-dessus, on voit que avant le dénouement de la crise, là, pendant que la crise durait, puis les militaires parlaient aux gens élus, la façon de penser, c'était comme Einstein avait déclaré en 1945. En 1945, Einstein avait dit, vous voyez la bombe atomique? Oui, ça peut détruire une ville en 5 minutes. Et donc, l'art de la guerre a beaucoup changé. Mais il a dit, ce qui n'a pas changé, c'est la façon de penser des militaires puis des gens élus. Puis il avait parfaitement raison. Ce qui a conduit à cette crise de Cuba, c'est ce qu'on appelle l'escalade. Et quand on lit ce que racontaient les gens, ben, l'idée que l'humanité puisse perdre 100 millions, 200 millions de personnes, ce n'était pas la priorité. La priorité pour les Américains, c'était de gagner. Puis du côté russe, probablement à cause de la Deuxième Guerre mondiale et d'autres guerres auparavant, les Russes ne voulaient pas faire la guerre. Et donc, l'entente a pu se résoudre de façon diplomatique. Alors maintenant, je vais passer à Able Archer. Là, on va avancer à novembre 1983. Alors, vous savez peut-être que Ronald Reagan est devenu président des États-Unis en 1980 et durant sa campagne électorale, il était très épeurant. Moi, j'étais aux États-Unis à ce moment-là. Moi, j'ai vécu aux États-Unis entre 1961 et 1987. Donc, j'ai passé à peu près 26 ans aux États-Unis et j'ai acquis la citoyenneté américaine. J'ai les deux citoyennetés, canadienne et américaine. Et ça pourrait vous intéresser de savoir que durant mon expérience aux États-Unis, j'ai passé 3 ans dans un laboratoire d'armement nucléaire et de missiles et de systèmes antimissiles. Dans le laboratoire où j'étais, c'était notre mission, 50 scientifiques, faites un laser assez puissant pour abattre un missile soviétique à 10 000 km de distance. 10 000 km, c'est loin.
mais le laser peut aller très loin. En tout cas, retournons à Able Archer. L'OTAN, moi, au début, pendant très longtemps, moi, je croyais que l'OTAN, c'était un organisme qui cherchait la paix, puis qui était parfait. Mais malheureusement, depuis que je travaille de façon active pour les groupes pour le désarmement nucléaire, j'ai acheté et lu à peu près une douzaine de bouquins sur la guerre nucléaire. Et on voit que l'OTAN est trop servile à la façon américaine de penser. La façon américaine de penser, vous le savez, on décrit en anglais ça comme exceptionalism. Quand ça vient pour la question des États-Unis, les États-Unis, c'est un pays exceptionnel. Alors que les Russes avaient accepté que des missiles Jupiter soient mis en Turquie à 2000 km de Moscou, et quand c'était le temps des Américains d'avoir des missiles à 2000 km de Washington, là, ça ne marchait plus. Ils ont menacé la guerre nucléaire. En tout cas, Able Archer, c'est un exercice militaire annuel de l'OTAN. Et en novembre 1983, l'OTAN voulait simuler une attaque nucléaire sur l'Union soviétique. Comment est-ce que vous aimeriez, vous, pensez à votre vie là, dans votre appartement, votre maison, à NDG ou Westmount. Imaginez que vous apprenez que votre voisin est un chasseur, puis il possède 3 ou 4 bonnes carabines à haut calibre, puis de temps en temps, ça lui tente, lui, de faire un exercice dans le jardin derrière chez lui, de tir de sa carabine. Évidemment, c'est illégal, mais imaginez que... Alors, imaginez que vous ne vous sentiriez pas très bien, là, même si vous dites « Ah, je ne tire jamais sur personne ». En tout cas, donc les Américains, l'OTAN suivant les États-Unis, veulent avoir cet exercice qui durerait à peu près une dizaine de jours, où avec les ordinateurs puis les forces armées et tout, on simulerait. Il n'y aurait pas beaucoup de mouvements de troupes, mais tout serait fait en simulation. Puis les Russes, évidemment, on peut dire que du point de vue militaire, les Russes sont forts à l'écoute. Ils ont des antennes radio, des antennes satellites, des espions partout. Puis ils sont à l'écoute de ce que l'Occident pourrait faire. Puis ils ont cette phobie que je dirais très enracinée en eux qu'on ne peut pas trop faire confiance à l'Ouest. Vous savez qu'en juin 1941, Hitler, qui avait signé un pacte de non-agression avec l'Union soviétique, en juin 1941, il a lancé 4 millions d'hommes pour envahir la Russie. Et supposément un allié de l'Allemagne. Et les Russes ont perdu durant la Deuxième Guerre mondiale probablement de l'ordre de 25 millions de personnes. La moitié des civils, la moitié des soldats. En tout cas, toujours est-il que cette simulation de l'OTAN se met en marche et les Russes étaient à l'écoute. Et la raison qu'ils avaient très peur, c'est que à ce moment-là, le président de la Russie était Yuri Andropov, qui avait été le directeur du KGB. Moi, je ne connais pas les gens du KGB, mais on peut lire dans les journaux, dans certains films qu'on peut voir que le KGB, c'est des gens qui sont suspicieux. Le CIA aussi aux États-Unis, c'est des gens ils soupçonnent plein de choses, puis sont à l'écoute de tout ce qui se passe. Alors, Andropov, en 83, ce qui est malheureux, c'est qu'il était malade, très malade, et il est probable que son cerveau ait été attaqué par la maladie. Lui, il avait développé la phobie dans les 2 dernières années, 81, 82, 83, que les États-Unis préparaient une attaque surprise sur l'Union soviétique, une attaque nucléaire. Et il avait demandé à tous ses espions partout dans le monde d'être à l'écoute attentive. Il voulait juste savoir quand
les États-Unis feraient leur attaque surprise sur l'Union soviétique. Alors, les espions envoyaient des informations, des fois contradictoires, mais peu à peu, la tension montait. Puis, arrivé en octobre 83, beaucoup de militaires russes, Andropov, Brezhnev, pensaient que cet exercice américain de simulation de guerre nucléaire, que c'était une ruse, qu'il allait faire une vraie attaque nucléaire sous le couvert d'une simulation. Mais ce qui nous a sauvés, c'est que les Russes avaient un espion très haut placé dans l'OTAN, très haut placé. Ce gars-là, il savait ce qui se passait dans l'OTAN. Puis chaque fois qu'il recevait un télégramme de Moscou où il posait des questions inquiètes, là, quand est-ce qu'ils vont attaquer l'Occident, qu'est-ce que vous avez? Le Russe qui travaillait pour l'OTAN, il s'appelait Gordievski, il avait dit, non, l'OTAN, ils font juste un exercice. Ils s'amusent sur les ordinateurs, ils ne font pas grand-chose. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais à Moscou, ils continuaient quand même de s'inquiéter. Alors, là, il y a un général américain. Les deux s'écoutent. Hein? C'est ça, il faut bien savoir ça, que la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis, c'est deux pays qui, depuis 1945, sont toujours à l'écoute l'un de l'autre. Ils veulent toujours savoir ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai été en Union soviétique 2 semaines et on m'avait prévenu avant de partir qu'il y aurait les espions russes pourraient faire un essai de me recruter. C'était arrivé à un de mes collègues qui était à Bell Labs. Et j'avais été bien prévenu. Et tellement prévenu que je regardais au-dessus de mon épaule tout le temps. J'avais toujours peur qu'un espion russe essaye de me prendre ou je ne sais pas trop quoi. Et, Monsieur Duguay, je m'excuse de vous interrompre, mais ce serait bien de conclure avec l'hiver nucléaire, le temps file. Il reste combien de temps? Oh, à peu près 5 minutes. Oh, il reste 5 minutes. Oui. OK. Bon, ben alors, en 83, Able Archer, les historiens considèrent que Able Archer, c'est quasiment aussi dangereux que la crise de Cuba. Mais ça montre à quel point, quand on ne fait pas confiance à l'autre côté, on peut mal interpréter leurs actions. Ça, c'est une des grandes leçons qui est sortie de Able Archer. Bon, alors, je vais passer à l'hiver nucléaire. Alors, vous allez me montrer la première photo. Bon. Alors, il y a une femme qui est très bien douée dans le domaine du désarmement nucléaire. Elle s'appelle Nina Tannenwald, professeure à l'Université Brown. Elle a écrit un livre récemment où elle décrit la situation politique du Pakistan et des Indes. Ces deux pays-là ont été en guerre conventionnelle plusieurs fois dans les 20 dernières années, puis ils se sont menacés plusieurs fois d'une attaque nucléaire. Alors, beaucoup d'entre nous nous ont dit, on s'est dit, bon, ben, une guerre nucléaire là-bas, c'est leur affaire. Mais depuis les années 80, les scientifiques qui étudient le climat se sont aperçus qu'une guerre nucléaire, ça produirait ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Là, vous voyez sur la photo le 5e jour, c'est 5 jours après une guerre nucléaire entre le Pakistan et les Indes, où a lieu un échange de 100 bombes nucléaires. Les villes ont été mises en feu, les forêts ont été mises en feu, et ces feux immenses ont déposé dans la stratosphère à peu près 5 millions de tonnes de suie. Alors, ce nuage sombre absorbe le soleil. Cet effet-là, on va passer à la prochaine illustration. La prochaine illustration. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer à la prochaine illustration? Hélène? Avancer à la prochaine illustration.
Attendez une seconde, juste une seconde. Bon, je l'ai. Bon, OK, c'est bien. Très bien. Alors, regardez 9 jours plus tard ce qui arrive. La suie est déposée dans la stratosphère. Dans la stratosphère, il y a des vents. Et les vents répandent la suie essentiellement sur toute la planète. Alors, dans cette simulation qui était faite à l'ordinateur, on voit que le nuage le couvre quasiment tous les pays, sauf comme par hasard le Canada, pour cette simulation-là. Mais vous savez, la météo, c'est pas tout à fait précis, là. Une autre simulation, puis ça va aller ailleurs. Pensez à la prochaine illustration, d'ailleurs. Oui. La prochaine. Ça vient. 49, 49. Celle-là, je pense. Oui, c'est 49. Bon, c'est beau. Alors, après 49 jours, là, la suie s'est répandue pratiquement partout sur le globe, hémisphère nord, hémisphère sud. Et cette suie dans la stratosphère absorbe le soleil. Quand il y a un échange de seulement 100 bombes, ça fait diminuer le soleil d'à peu près 15 %. Et aussi les précipitations, il y a moins de pluie. Et ça cause des sécheresses presque partout dans le monde. Et là, ce qui a été découvert par ces scientifiques-là qui travaillent là-dessus depuis les années 80, c'est que ça ne dure pas seulement 49 jours. La suie va rester en haut dans la stratosphère pendant 5 ans. Pendant 5 ans, le ciel va être assombri. Vous aurez moins de soleil sur la surface. Il peut y avoir des températures en dessous de zéro, même en été, dans beaucoup de pays, dont les États-Unis. Donc, on aurait, pour un petit échange nucléaire, on aurait ce qu'on appelle l'automne nucléaire. Baisser de 15 degrés en moyenne ou 5 degrés, dépendamment des pays. Ce n'est pas de l'automne nucléaire. L'hiver nucléaire, c'est le pire. Si les États-Unis et les Russes échangeaient leurs 1500 bombes, là, le soleil serait diminué à peu près à quelques 1 ou 2 % de la valeur normale. On aurait des températures en dessous de zéro partout, même en été. Ce serait la famine partout. Pour 5 milliards de personnes pourraient mourir. Donc, c'est la pire conséquence d'une guerre nucléaire, ce qu'ils appellent généralisée entre les États-Unis et la Russie. Alors, puisqu'il me reste à peu près juste une minute, je vais conclure rapidement en disant que une nouvelle tendance parmi les gens qui s'intéressent aux bombes nucléaires des deux côtés de la clôture, pour les armements, contre les armements. Il se dégage un consensus qu'il faut diminuer la probabilité qu'une bombe éclate, soit une bombe unique, comme par un hacker, un terroriste, ou par accident, ou plusieurs bombes. Mais on cherche les deux côtés, collaborer, ça se fait depuis 4 ans déjà, collaborer pour diminuer la probabilité qu'il y ait une explosion d'une arme nucléaire. Je vais me terminer là-dessus. Merci beaucoup, Michel Duguay. On ne va pas prendre de questions tout de suite, mais on pourrait prendre seulement des questions de clarification, si jamais il y en avait. Une précision, une clarification, mais pour la discussion, on le fera après la présentation de Raymond Legault. Est-ce qu'il y a donc des questions de clarification ou de compréhension? Alors, est-ce que je prends ça comme... je comprends qu'il n'y a personne qui aurait des questions de clarification pour l'instant. Oui, j'aurais peut-être une question. Oui, M. Duguay, bonjour. Je voulais savoir, vous disiez qu'il y avait des efforts depuis 4 ans pour justement diminuer la probabilité d'une explosion d'une bombe nucléaire. Mais c'est entre qui et qui? Cette collaboration, il y a eu deux collaborations importantes.
celle qui m'a le plus impressionné est financée par la fondation Carnegie. Carnegie a mis sur pied une fondation pour la paix internationale. Et c'est une équipe de personnes de Chine, de la Russie, des États-Unis et je pense de la France et de l'Angleterre. Et ils ont travaillé pendant 4 ans ensemble. Et un d'entre eux est un Chinois, mais Chinois-américain. Il a étudié aux États-Unis. Puis lui, il a fait une déclaration très importante. Il a dit, si on veut réduire au minimum la probabilité qu'il y ait une explosion de bombe nucléaire, c'est absolument nécessaire dans le contexte d'une course aux armements que ça se fasse en collaboration. Parce que pensez-y 2 minutes, si les Russes, les Chinois, les Américains ne se parlaient jamais, cachaient complètement ce qu'ils font avec leurs armements, et là, quand tu ne sais pas ce que les Russes font, tu bâtis autant d'armements que possible, ce qui est arrivé durant les années 70, puis le début des années 80. Quand tu ne sais pas ce que l'autre peut faire, tu t'armes au maximum et fatalement, il y a 8000 personnes qui sont proches physiquement des bombes nucléaires. Hein? 8000 personnes en 9 puissances nucléaires. Alors, fatalement, il y aurait une explosion de bombe nucléaire. Alors, si une bombe nucléaire explose au milieu de Washington, qu'est-ce que les Américains feraient? Hein, Martine, qu'est-ce que les Américains feraient si une bombe nucléaire explosait au milieu de Washington? Juste une bombe de 1 mégatonne. Ils en enverraient une autre? Non, mais c'est un problème. Ils répondraient tout de suite par une autre bombe, eux autres aussi. Non, mais, oui, puis on la lâcherait sur qui? Il y a 9 puissances nucléaires, puis il y a des groupes terroristes qui pourraient aussi en avoir. Puis on sait maintenant que les hackers, vous savez, la plus grande peur des 2 côtés de la clôture, les pros comme les anti-nucléaires, c'est la peur des hackers, les pirates. Puis quand un pirate vous fait une attaque, ça peut prendre des années avant que vous savez d'où il venait. La dernière théorie encore, c'est que les pirates qui sont entrés dans la campagne électorale l'année passée étaient russes. Je ne sais pas comment... Moi, je connais un Russe à Toronto qui est jamais content d'entendre dire que les élections de Hillary Clinton a perdu, que c'était dû aux Russes. Lui, il dit toujours, non, c'était des Chinois. C'était des hackers chinois. Qui parmi vous peut déterminer si ça venait de la Chine ou de la Russie? Je ne vois pas de bras levés. Personne n'a levé la main. Merci, M. Duguay. Je pense que vous avez bien mis la table sur, d'une part, l'effet sur l'environnement d'une explosion potentielle, mais surtout sur le risque qui est toujours présent à partir du moment où certains pays possèdent l'arme nucléaire, le risque donc toujours présent d'une explosion, que ce soit volontaire ou involontaire. Et c'est effectivement étonnant de penser qu'une doctrine comme la doctrine de la dissuasion, entre guillemets, prétend nous protéger d'une éventuelle attaque. Alors, comment est-ce qu'on peut même envisager de concevoir comme rassurant des armes qui sont capables d'annihiler l'humanité même? Donc, merci, M. Duguay. Puis maintenant, je vais passer la parole à Raymond Legault, porte-parole du collectif Échec à la guerre. Raymond va nous parler du rôle du Canada, souvent complètement ignoré d'ailleurs, dans la genèse et la persistance du péril nucléaire, ainsi que de l'importance de la mobilisation citoyenne contre ces armes de destruction massive. Juste avant de passer la parole, je vous rappelle que si vous voulez voir la personne qui est en train de parler, il faut que vous cliquiez dans le haut à droite sur le petit icône où c'est marqué « View » et que vous mettiez
choisissiez Speaker View ou je pense que c'est toujours en anglais malheureusement. Speaker View, et là, vous allez avoir la photo de la personne qui parle en grand, ce qui est quand même plus agréable. Donc, sur ce, Raymond, la parole est à toi. Oui, merci Martine. Je vais demander que vous soyez indulgents à mon égard. J'ai déjà fait quand même pas mal de présentations, mais c'est la première fois que je fais une présentation sur webinaire, puis je vais essayer de jongler avec mes notes et avec quelques images que je veux vous présenter. Alors, même si le Canada ne possède pas d'armes nucléaires, il a joué un rôle important dans la création de ces armes et dans leur prolifération. Il se présente régulièrement comme un partisan de la non-prolifération nucléaire et même du désarmement nucléaire, mais ses déclarations creuses camouflent mal sa posture réelle qui est en faveur des armes nucléaires en tant que membre de l'OTAN et très proche allié des États-Unis. Alors, je vais vous partager une première image qui, justement, illustre cette duplicité et cette hypocrisie du Canada, telle que vue par Boris. C'est une illustration qui fait partie du fascicule du collectif. Alors, à gauche, on voit quelqu'un qui ressemble quand même pas mal à Justin Trudeau, peut-être, qui est souvent en chemise et en cravate sans veston pour faire ses speeches décontractés et souvent larmoyants. Et à droite, un aspect du passé du Canada comme vendeur d'uranium, particulièrement aux États-Unis. Le Canada a participé au projet Manhattan qui a mis au point 2 types de bombes atomiques, l'une à base d'uranium enrichi, du type qui a été largué contre Hiroshima le 6 août 1945, et l'autre à base de plutonium, du type qui a été largué 3 jours plus tard contre Nagasaki. Le Canada a contribué aux 2 bombes. D'une part, le Canada a fourni presque tout l'uranium raffiné nécessaire au projet Manhattan. Dès 1941, la compagnie Eldorado Mining and Refining a exporté de l'uranium vers les États-Unis et le Royaume-Uni. Eldorado a d'ailleurs été converti en société de la couronne pour garantir cet approvisionnement en uranium qui provenait des territoires du Nord-Ouest, mais encore plus pour raffiner dans ses installations en Ontario des quantités beaucoup plus importantes de minerais d'uranium qui provenaient du Congo belge. D'autre part, une équipe secrète dans un laboratoire à Montréal, une équipe internationale de scientifiques britanniques, français et canadiens, a travaillé à la conception d'un puissant réacteur nucléaire de recherche permettant de réaliser des travaux sur la fission de l'uranium et aussi sur la production de plutonium. Les réacteurs nucléaires, ça n'a pas d'abord été conçu et construit pour générer de l'électricité, mais bien pour faire des études sur la fabrication des bombes atomiques. Alors, un autre aspect de cette participation au projet Manhattan, c'est la compagnie Consolidated Mining and Smelting en Colombie-Britannique, qui est devenue Cominco depuis ce temps-là, qui a produit et fourni de l'eau lourde aux États-Unis pour le projet Manhattan et a continué à le faire jusqu'en 1966. Après Hiroshima et Nagasaki, pendant 2 décennies, de 1945 à 1965, le Canada a directement alimenté la prolifération des armements nucléaires. Et là, je vais essayer de vous partager une deuxième image. Non, je n'ai pas réussi. Bon, la voici. Alors ça, c'est l'inventaire des armements nucléaires, son évolution de 1945 à 2020. Les pays nucléaires comme les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France ont tendance à parler de prolifération uniquement dès qu'il s'agit de d'autres pays qui tout à coup se mettent à développer des armes nucléaires. Mais je veux dire, en termes réels, la prolifération, c'est quand on passe de quelques unités à beaucoup d'unités. Et la prolifération, c'est clairement
d'abord produite aux États-Unis. Alors, si on se concentre sur la portion du graphique là, qui va de 1945 à 1965, on voit dans la courbe qui est en bleu, c'est-à-dire l'arsenal des États-Unis, que c'est là que s'est fait essentiellement la prolifération des armes nucléaires aux États-Unis. Et dans cette période-là, il a commencé à y avoir de la production en URSS, mais de façon quand même beaucoup moins rapide. En passant, le graphique ne réussit pas vraiment à montrer les arsenaux des 7 autres pays nucléaires. Alors, vous voyez en bas, il y a une ligne là, et c'est marqué « Autres », Chine, France, Inde, Israël, Corée du Nord, Pakistan, Royaume-Uni. Alors, à la même échelle que les 2 autres, on ne voit pas vraiment l'étendue de leurs arsenaux nucléaires. Mais comme Michel l'a bien démontré tantôt, cette petite quantité relativement d'armes nucléaires est suffisante dans le cas d'un échange de 100 bombes de part et d'autre entre l'Inde et le Pakistan à nous faire passer un très mauvais 5 ans sur pas mal toute la planète. Le titre de cette diapo-là, c'est qu'en 1965, le Canada a finalement décidé de n'exporter de l'uranium qu'à des fins pacifiques. Alors, on voit que son exportation d'uranium jusqu'en 1965 aux États-Unis a très fortement contribué à la prolifération des armes nucléaires dans ce pays-là. Et il y a des historiens qui évaluent que le Canada a exporté suffisamment d'uranium pour la fabrication d'environ 15 000 bombes nucléaires pendant cette période-là. Le Canada a aussi participé de d'autres façons aux préparatifs de guerre nucléaire, en permettant, par exemple, que les États-Unis déploient des armes nucléaires sur leur base à Terre-Neuve et dans l'Arctique canadien de 1950 à 1971, en déployant des ogives nucléaires états-uniennes dans ses propres systèmes d'armement canadiens sur des bases militaires canadiennes au Canada et en Allemagne de l'Ouest, et ce de 1963 à 1984, en autorisant les visites dans les ports et les voies navigables du Canada de navires de guerre et de sous-marins potentiellement dotés d'armes nucléaires, en permettant les essais dans le nord canadien des missiles de croisière pouvant être des vecteurs d'ogives nucléaires, en permettant l'utilisation de vastes corridors dans plusieurs provinces et dans les territoires du Nord-Ouest pour des vols d'entraînement de bombardiers stratégiques états-uniens, en permettant l'utilisation d'une grande région de la péninsule Québec-Labrador, un territoire que les Inuits appellent Nitassinan, pour la formation des pilotes de l'OTAN au vol à très basse altitude. La politique canadienne est aussi marquée par l'hypocrisie et les doubles standards quand on considère l'écart entre le soutien rhétorique du Canada à l'élimination mondiale des armes nucléaires et son inaction ou son opposition pure et simple à des mesures concrètes pour atteindre cet objectif. À titre d'exemple, le Canada a voté en 2016 contre une résolution de l'ONU établissant le processus qui a conduit au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Le Canada a boycotté tout le processus de 2017 à 2020 et a refusé de signer le traité qui est entré en vigueur en janvier 2021. Il est important de savoir que cette prise de position découle directement de la participation du Canada à l'OTAN. Voici d'ailleurs dans une troisième image le mémo que les États-Unis ont envoyé à leurs alliés de l'OTAN à ce sujet. Bon, alors, le voici. Évidemment, le mémo est en anglais. Alors, je vais vous en traduire les parties qui sont soulignées. Le mémo est daté d'octobre 2016. Chers alliés, alors, je traduis. Nous vous encourageons fortement à voter non lors de tout vote au premier comité des Nations unies en vue de négocier un traité d'interdiction des armes nucléaires. Tant que les armes nucléaires existeront,
l'OTAN demeurera une alliance nucléaire. Pour cette raison, nous considérons que les efforts en vue de négocier une interdiction immédiate des armes nucléaires ou de délégitimer la dissuasion nucléaire sont fondamentalement contraires aux politiques de base de l'OTAN et aux intérêts sécuritaires que nous partageons. Alors, je vais poursuivre avec quelques autres exemples de double discours. Le Canada vote chaque année en faveur d'une résolution de l'ONU lorsque le libellé préconise simplement d'établir une zone libre d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Mais il vote systématiquement contre des résolutions annuelles qui appellent Israël à renoncer aux armes nucléaires et à signer le traité de non-prolifération nucléaire, alors qu'évidemment, Israël est le seul pays dans cette région-là qui possède des armes nucléaires. Il vote aussi contre les résolutions qui tentent de mettre en place un processus concret vers l'établissement d'une telle zone d'armes nucléaires au Moyen-Orient. Donc, on vote pour le principe, mais pour absolument rien de concret qui pourrait faire en sorte que le principe se réalise un jour. De la même façon, le Canada a exprimé des critiques et voté des sanctions contre le programme nucléaire iranien, mais a toujours conservé un silence par rapport à l'arsenal nucléaire de l'État d'Israël. Michel nous a présenté le risque d'une explosion nucléaire accidentelle ou volontaire, et le fait que cette situation-là peut aussi entraîner une conflagration nucléaire de façon très significative. Ces risques-là existent depuis que les armes nucléaires existent en nombre suffisant pour nous entraîner vers la catastrophe, mais le risque est accru depuis quelques années par différents facteurs. Un de ces facteurs-là, c'est la modernisation des arsenaux nucléaires qu'ont entrepris les 9 pays nucléaires, dont d'abord et avant tout les États-Unis, dont le programme de modernisation devrait coûter 1 200 milliards au cours des 30 prochaines années. C'est quand même intéressant de savoir qu'il y a des compagnies canadiennes, dont la compagnie CAE basée à Montréal, qui participent à cette modernisation du programme nucléaire des États-Unis. Le 1er mars dernier, CAE a réalisé sa plus importante transaction depuis sa fondation en 1947, en faisant l'acquisition d'une division de la compagnie états-unienne L3 Harris Technologies pour 1,3 milliard de dollars. Non seulement cette division de L3 Harris qui a été acquise par CAE se spécialise dans les systèmes d'entraînement pour les avions de chasse, les bombardiers furtifs, les sous-marins et les drones de l'armée états-unienne, mais elle fait aussi partie des sous-contractants pour le développement d'un nouveau missile balistique intercontinental. Un autre facteur aggravant, c'est le début d'une nouvelle guerre froide qui a été en fait officialisée dans la stratégie de défense nationale des États-Unis de 2018 et qui remplace comme priorité au niveau de la défense des États-Unis, qui remplace la guerre contre le terrorisme par ce qu'ils appellent la concurrence stratégique à long terme avec la Chine et la Russie. Il faut savoir que les États-Unis ont plus de 400 bases militaires qui entourent presque la Chine, avec des missiles, des bombardiers, des navires de guerre et même des missiles nucléaires. Il est forcé de constater, pour quiconque suit l'actualité un peu, que le Canada est déjà impliqué de plein pied dans cette nouvelle guerre froide-là, tant en ce qui concerne la Russie qu'en ce qui concerne la Chine. Excuse-moi, Raymond, tu aurais 5 minutes pour conclure. 5 minutes? Bon, d'accord. Alors, pour éliminer la menace que représentent les armes nucléaires pour la survie de l'humanité, menace qui alors ici, on a une autre illustration de Boris qui nous démontre un peu par une diseuse de Bonaventure l'ampleur de la menace si rien n'est fait, la fin du monde. Alors, pour éliminer cette menace-là, il faut
que les pays nucléaires se départissent de leurs armes nucléaires. Il faut que tous les pays, sans exception, renoncent à ces armes-là pour toujours. Et il faut évidemment des mécanismes de vérification et de contrôle pour s'assurer que tout ça se fait et continue de se faire. L'idée du désarmement nucléaire est très, très largement répandue, très, très largement partagée dans le monde. D'abord par les 122 pays qui ont adopté le traité sur l'interdiction des armes nucléaires en juillet 2017 et qui est entré en vigueur en janvier 2021, mais aussi par les populations des autres pays. Il y a des sondages qui ont été menés dans 6 pays de l'OTAN en novembre dernier qui démontrent que les populations appuient largement le désarmement nucléaire et appuient la ratification du traité pour l'interdiction des armes nucléaires par les pays en question. Alors, en Espagne, c'est 89 % de la population. En Italie, c'est 87 %. En Islande, 86 %. Dans les Pays-Bas, 78 %. Au Danemark, 78 % et en Belgique, 77 %. Au Canada, un sondage similaire a été réalisé en avril 2021 sous le leadership de la Hiroshima-Nagasaki Day Coalition. On salue d'ailleurs ce soir la présence d'Anton Wagner de cet organisme-là parmi nous. Donc, ce sondage-là a révélé, auquel le collectif a participé, que 74 % de la population canadienne appuie la ratification du traité d'interdiction des armes nucléaires, même à l'encontre de pressions états-uniennes. Et c'est aussi l'opinion exprimée par de nombreux hauts responsables politiques et militaires, mais généralement, et même presque sans exception, seulement une fois qu'ils ne sont plus en fonction. Malgré le risque inacceptable associé à l'existence des armes nucléaires, malgré la persistance d'un sentiment généralisé contre elles, les 9 pays nucléaires, États-Unis en tête, n'ont aucune intention de s'en débarrasser. Bien au contraire, ils planifient de les moderniser et d'en développer des nouvelles pour des décennies à venir. Et tout ça, ça se passe sans que les parlements et les médias de nos pays ne daignent même aborder ces questions, pourtant existentielles. Alors, qu'est-ce que ça prendra? À mon avis, la réponse nous vient du mouvement de lutte face à l'urgence climatique. Malgré l'autorité des rapports du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, malgré la ténacité des critiques et des représentations des groupes écologistes, on a pu constater que du sommet de Rio en 1992 jusqu'à l'accord de Paris en 2015, on est toujours resté bien loin des cibles de réduction de GOS à la hauteur nécessaire et surtout, pas tant des cibles que des plans conséquents mis en vigueur pour atteindre ces cibles nécessaires. Le Canada en est d'ailleurs un des pires exemples. Face à cette impasse, une impressionnante mobilisation citoyenne s'est constituée depuis quelques années pour forcer les pouvoirs en place à adopter les mesures nécessaires pour répondre à la crise climatique, avec des résultats significatifs, même si encore en deçà du nécessaire. Alors, je pense que de la même façon, on doit agir par rapport à la menace nucléaire. Je vais essayer de vous partager rapidement une autre illustration de Boris pour notre fascicule. Alors, ce n'est pas par le fait qu'on va réussir à convaincre nos dirigeants ou les dirigeants des puissances nucléaires de désarmer avec des expertises plus poussées, avec des argumentations plus solides, avec d'autres avis juridiques ou d'autres traités. Le fait que ça va changer réellement ne pourra venir que d'une mobilisation citoyenne qui ne laissera pas d'autre choix que celui du désarmement nucléaire. Le sentiment populaire s'est récemment matérialisé dans le traité d'interdiction des armes nucléaires que plusieurs pays ont réussi à faire passer aux Nations unies. Et il s'agit maintenant de saisir cette occasion pour bâtir une mobilisation citoyenne qui va livrer la marchandise, si on peut dire. Comme ces deux enjeux nucléaires et climatiques sont interreliés
et interpelle l'humanité avec la même urgence, on n'a pas le loisir de construire des mouvements citoyens parallèles pour ces problèmes. Pour cette raison, nous pensons qu'il est nécessaire que le mouvement antinucléaire se lie stratégiquement au mouvement climatique et travaille à y faire valoir l'urgence nucléaire pour qu'elle soit intégrée explicitement dans son combat pour la survie de l'humanité. Au cours de la prochaine année, le collectif va en faire une de ses grandes priorités de travail et le fascicule va nous servir de carte de visite pour tenter de conscientiser les forces vives du mouvement climatique de la nécessité de cette convergence des deux causes pour la survie de l'humanité. Alors, je pourrais vous en donner un certain nombre d'exemples, mais comme j'imagine que mon temps est écoulé, je vais m'arrêter là. Merci Raymond pour ce tour d'horizon très complet sur le rôle du Canada dans la propagation de l'industrie nucléaire, mais aussi sur le lien entre la lutte nucléaire et l'environnement. Je vous invite donc à la main si vous avez une question pour poser à un des deux conférenciers. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? En attendant que les gens pensent à des questions, je peux je pourrais demander à Michel Duguay si c'est sûr que les dangers du péril nucléaire, le péril nucléaire risque d'être perçu par des scientifiques avant de l'être par la population en général. Est-ce qu'il y a des efforts de concertation, de collaboration entre les scientifiques des différents pays pour tenter de contrer le péril nucléaire? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bien, justement, moi, j'ai discuté cette question-là, d'une alliance avec les gens qui travaillent pour préserver le climat. J'en ai discuté avec le président de Science for Peace, qui s'appelle Richard Sandbrook, et il est très ouvert à cette idée-là. D'ailleurs, il faisait un webinaire il y a quelques semaines, et son collègue de Toronto, Dan Harvey, a écrit un livre là-dessus que j'ai l'intention d'acheter. Donc, moi, je pense que c'est très, très bonne idée, cette alliance étroite entre ceux qui veulent préserver le climat et nous autres contre les armes nucléaires. Je pense que ça a des chances de réussir. Puis, on pourrait leur faire la promesse que nous autres, de notre côté, les antinucléaires, si on réussit à diminuer le budget, le fameux 1,12 milliard de dollars pour moderniser les armes, si on peut réduire ça à 1 milliard ou moins, tout cet argent-là, ça peut aller du côté pour protéger le climat. C'est même très généreux. Alors, Louise Royer, une question? Merci, Michel. Louise Royer, tu as une question? Oui. Pour parler de cette alliance-là, c'est qu'au Québec, il y a un front commun pour la transition énergétique. Dans la transition énergétique, les liens sont très, très étroits entre l'énergie nucléaire puis l'armement nucléaire. Puis là, je ne sais pas s'il y a moyen, mais en tout cas, là, je ne sais pas si c'est un hasard, là, mais c'est une question que je vous pose. Quand l'Angleterre a décidé de se réarmer, de moderniser son armement nucléaire, tout d'un coup, au Canada, on a eu l'idée de faire des mini-réacteurs. Puis, est-ce que c'est lié? C'est à moi que vous posez la question, hein? Bon, ben, moi, j'ai mené l'effort au Québec pour fermer le réacteur nucléaire de Gentilly. Et l'histoire des petits réacteurs nucléaires, c'est une pure arnaque. Parce que on avait argumenté, les Français ont développé des réacteurs nucléaires très gros là, pour la Finlande. Puis l'argument, c'était qu'on avait une économie d'échelle. Faire quelque chose de gros, ça va coûter moins cher pour chaque kilowatt. Puis là, on fait l'inverse.
on fait des petits réacteurs, il y a tous les problèmes de la sécurité, les déchets radioactifs et tout le reste. C'est une arnaque, pure arnaque. Et ils ne vont pas réussir. Je ne sais pas si vous le savez, hein, mais ces gens-là ont réussi à subtiliser déjà 1 milliard de dollars à l'insu du Parlement. Ils ont des façons de faire, d'aller. Oui, oui, ils vont chercher de l'argent à l'insu des parlementaires. 1 milliard. C'est que c'est nous autres qui sommes arnaqués finalement. Ben oui. Ben oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être que Raymond pourrait commenter sur les petits réacteurs nucléaires. Et sur le lien avec l'armement, est-ce qu'il y a des liens? Parce que là, moi, j'ai vu ça comme un hasard. Ça arrivait comme ça. L'Angleterre dit, nous autres, on se réarme, on veut augmenter de 40 notre armement nucléaire. Puis là, ben, pendant le Canada lance un programme pour faire des petits réacteurs. Ben, en fait, si je peux me permettre de glisser 2 mots sur ça, il y a toujours un lien. Souvent, l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire mène à la prolifération nucléaire. Je veux dire, l'Inde s'est fait donner un réacteur Candu expérimental par le Canada en 1956 et c'est ça qui lui a permis de développer le combustible nécessaire pour sa bombe qui a été testée en 1974. Le Canada a aussi des programmes ces temps-ci qui envisagent de récupérer le plutonium du combustible usé. Bon, le plutonium, eux prétendent que c'est pour servir à nouveau de combustible dans d'autres types de centrales nucléaires, mais le plutonium, ça sert aussi directement à fabriquer des armes nucléaires. Donc, il y a ces liens-là qui sont faciles à faire. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a déjà parlé de l'impact de l'industrie militaire, mais entre autres de l'industrie d'armes, la production d'armes nucléaires sur le climat, dans un contexte où la crise climatique est un enjeu important. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de l'effet de la production militaire et de la production d'armes nucléaires sur le climat? Raymond ou Michel? Ouais, peut-être rapidement, je veux dire, il faut savoir que le Pentagone, d'abord, aux États-Unis, c'est le plus grand émetteur institutionnel de gaz à effet de serre au monde. La conduite des guerres demande des quantités phénoménales de carburant, les entraînements militaires également. Il y a toutes sortes de formes de pollution liées à l'industrie nucléaire, liées à la production d'armement, liées aux entraînements militaires. Donc, c'est sûr qu'il y a tout un lien à faire là, entre environnement et militarisme, mais aussi au niveau du climat. Il faut savoir aussi que dans la plupart des pays, la contribution du militaire aux émissions de GES n'était pas comptabilisée. Elle l'est depuis peu, mais il n'y a pas nécessairement d'obligation d'imposer des cibles de réduction à cette composante-là des GES qui sont produits par les différents pays. Donc, il y a comme une exception militaire pour les émissions de GES, si on veut. Merci, Raymond. Il y a Mercedes qui lève la main, je pense. Oui, Mercedes. Mercedes? Son micro est fermé.
On t'entend pas, Mercedes? Non, on t'entend pas. C'est un murmure à l'arrière. Pardon, maintenant je comprends pourquoi. Oui, voilà. Désolée, c'est mon micro qui était sur ma tête. Désolée. Alors, j'ai mis la faute sur la technologie avant de mettre la faute sur moi-même. Merci. Je disais merci au collectif d'avoir enfin publié quelque chose sur un sujet dont personne parle. Et ça fait trop longtemps qu'on n'en entend pas parler et c'est problématique. Je voulais réagir sur rajouter en fait sur l'illustration qui a été faite par M. Duguay de l'automne nucléaire à partir d'un échange de 100 bombes. Sur le coup, 100, l'impression que ça donne, c'est ben voyons, 100 bombes, ils ne feront jamais ça, il n'y en a pas 100 possibles parce qu'on a en tête Nagasaki, Hiroshima. C'est comme si on fait toujours le calcul avec 2. Mais je sais bien que ce n'est pas vrai. Mais ça demeure un réflexe de dire 100, ah oui, mais 100, est-ce qu'on peut avoir, est-ce que ce n'est pas un scénario catastrophique, 100? Mais et moi, ce que je cherche, c'est comment rendre ça vraiment plus concret. Et même quand on voit dans le fascicule des chiffres très, très marquants sur la quantité de l'arsenal, qu'il y a un arsenal total, un inventaire total de 13 400, dont 3 700 sont prêtes à être déployées. Et même quand je dis ça, j'ai encore le réflexe de 100, c'est pas possible, c'est un scénario pas réaliste. Je vous demande comment, aidez-nous à rendre ce scénario-là plausible pour qu'on y croie, parce que je crois que c'est quand c'est en faisant ressentir l'ampleur du danger qu'on va réagir là-dessus. Je veux juste des arguments. Bon. Est-ce que je vais en premier, Raymond? Vas-y, allez-y, Michel. Oui. Bien, le chiffre 100, il vient de calculs sophistiqués par des scientifiques qui étudient le climat. C'est des gens qui connaissent ça, l'atmosphère, puis la chaleur du soleil, puis la suie. D'ailleurs, dans ma présentation, on n'a pas eu le temps de montrer le volcan. Il y a eu, des fois, en Indonésie, il y a des gros volcans qui déchargent beaucoup de particules dans la stratosphère. Il y a déjà eu au Québec en 1816, il y a eu au Québec pour les États-Unis un été où il a gelé tous les mois. Tous les mois, la température est baissée en bas de zéro. Et ça a ruiné les récoltes. Donc, le 100 est assez crédible. De toute façon, le Pakistan et les Indes sont en train de construire plus de bombes. Ils vont bientôt avoir 200. Si vous pensez que 100, c'est pas assez, ben, ils vont avoir 200. Alors, les Américains et les Russes, ils ont déjà 1500 bombes de prêtes. Donc, je pense que là, le mot d'ordre que je vois, moi, partout, c'est qu'il faut passer d'un régime de compétition à un régime de collaboration. Alors, on ne peut pas collaborer sur le changement climatique si en même temps on continue à construire des armements et à menacer les autres. Le régime de la peur, là, il faut que ça arrête. C'est la peur de Adolf Hitler qui a lancé le projet Manhattan. Alors, il ne faut pas que... Puis Hitler était le premier à lancer des bombes. Hein? En Espagne, durant la guerre civile, à Guernica, en 1938, Hitler a lâché des bombes, a détruit la ville. Picasso a fait un grand tableau qui s'appelle Guernica. C'est là que ça a commencé, les attaques à la bombe lancées des airs sur les populations. Mais il ne faut pas se laisser notre vie toujours être dominée par Adolf Hitler. Le prix Nobel John Polanyi, qui fait partie de notre groupe à Science for Peace à Toronto, dans un article qu'il a écrit dans le Globe and Mail il y a 2 ans, il a conclu, il dit, il faut qu'on apprenne, avec la bombe atomique, on a vu comment détruire, tuer des gens. Maintenant, il faut qu'on apprenne à estimer les autres, apprendre à aimer, estimer tout le monde. C'est ça qu'il faut développer.
Merci, Michel Duguay. Raymond, est-ce que tu as un mot de la fin? On n'entend pas, il est muté. Oui. Peut-être par rapport à cette question-là, là, 100, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. Je veux dire, il faut savoir que au moment de la crise de Cuba, le seul plan de guerre nucléaire que les États-Unis avaient, c'était une guerre totale. Il n'y avait pas de plan de guerre nucléaire partiel, limité, quelques petites bombettes, etc. C'était, si jamais il y a un affrontement direct avec l'URSS, on lâche tout. Ça, on peut entre autres voir ça dans le livre de Daniel Ellsberg. Il travaillait à l'époque à la corporation RAND, qui était sous-contractant direct de la défense, là, puis il était dans ce domaine-là. Alors, Ellsberg est plus connu comme celui qui a révélé les Pentagon Papers là, concernant le Vietnam, mais c'était un planificateur nucléaire. Et non seulement s'il y avait un conflit avec l'URSS, on lâche toutes les bombes, mais c'était même contre la Chine aussi. C'était de facto, on pèse sur le piton, puis ça s'en va anéantir ces deux pays-là. Puis il faut aussi se rappeler ce que les Alliés ont fait eux-mêmes au cours de la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, des bombes incendiaires sur des villes complètes, des centaines de milliers de personnes dans ces villes-là qui mouraient en l'espace de quelques heures ou quelques jours. Je veux dire, au moment où les conflits s'intensifient, puis à force de constamment démoniser l'adversaire, l'autre côté et tout, les stratèges militaires en viennent à poser possiblement des gestes qui nous font, qui sont difficiles à comprendre, mais pour le commun des mortels, de pouvoir poser de tels gestes, mais ça s'est fait dans le passé et ce n'est pas développé pour l'idée expresse de jamais s'en servir. Je veux dire, c'est clair qu'on joue beaucoup avec l'idée de s'en servir. Et à partir du moment où on s'en sert même d'une mini-bombe, les mini-nukes qu'ils appellent, ben, que va faire l'autre côté? Juste en lancer une mini lui aussi ou augmenter la dose? Et chaque pays aussi a à calculer, si je ne le fais pas, l'autre pays va peut-être tout me détruire mon arsenal nucléaire. Alors, je fais quoi? C'est quand je m'en sers. La seule solution à ça, c'est vraiment le désarmement nucléaire. C'est pas, il ne faut plus qu'il y en existe de ces armes-là. Et il y a des gens qui ont réalisé ça dès 1945 là, et qui s'en sont fait les promoteurs du désarmement nucléaire dès le début. Mais on n'est pas plus avancé 76 ans plus tard et je pense que c'est pour ça que ce serait nécessaire de travailler à une mobilisation très, très large pour éliminer le danger, quoi. Est-ce que je pourrais ajouter quelques mots? Quelques mots rapides, oui. Bien, je veux répondre à un des commentaires dans le chat, là. N'oubliez pas que moi, j'ai passé 26 ans aux États-Unis. Je suis américain et canadien. Alors, je peux vous dire quelque chose sur la mentalité américaine. Moi, de tous les 26 ans que j'ai passé aux États-Unis, j'étais dans le complexe militaire industriel. Je n'ai pas rencontré un seul Américain qui proposait d'attaquer la Russie. Pas un seul. Et l'auteur Nina Tannenwald, professeure à Brown que j'ai cité, qui a écrit un livre qui s'appelle The Nuclear Taboo, elle a découvert que, en fait, la raison principale qu'il n'y a pas eu de guerre nucléaire, ce n'était pas à cause de la dissuasion nucléaire, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup des élus, des présidents américains, des généraux qui avaient un sens moral. Puis elle a dit le succès du dernier traité de Tian, c'est que la discussion a été déplacée du domaine des armes nucléaires au domaine moral. Puis quand on arrive dans le moral, on a le traité pour l'interdiction des guerres nucléaires, des armements nucléaires. Merci. Merci.
Écoutez, j'aimerais renchérir sur l'intervention de Mercedes. C'est un peu quelque chose sur lequel je reviens toujours, c'est que même quand on écoute les nouvelles puis qu'on entend il y a eu tant de centaines de morts, une bombe à tel endroit, etc., c'est très abstrait. C'est rare qu'on réagisse spontanément à ce genre d'informations. Et je pense que pour que ça veuille dire quelque chose, il faut le décrire en termes humains. Donc, c'est pas tout le monde qui s'est nécessairement attardé ou qui est au courant exactement de ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Donc, en parler en termes humains, de la destruction possible et que maintenant on peut détruire l'humanité 20 fois avec les arsenals qui existent. C'est pas vrai qu'on a des objets pour ne pas s'en servir. Quand on les a, c'est toujours parce qu'il y a possibilité d'en servir et c'est une possibilité qui est trop horrible pour l'envisager. Mais je pense qu'il faut vraiment, pour la faire comprendre, en parler en termes humains. Il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions à savoir où est-ce qu'ils pourraient se procurer le fascicule. Alors, pour l'instant, on a une version numérique et vous pouvez avoir accès à la version numérique sur le site du collectif Échec à la guerre. On va en faire imprimer, on en fait imprimer d'ailleurs un bon nombre et on devrait l'avoir au milieu de la semaine prochaine. Dès qu'on l'aura, on mettra l'information sur nos plateformes et on enverra probablement un message à nos listes pour annoncer que le fascicule est maintenant disponible et à quel coût. Donc, je vous invite à rester en contact avec nos plateformes. Alors maintenant, en conclusion, je tiens évidemment à remercier chaleureusement Michel Duguay pour sa présentation, qui nous a aidés à prendre conscience du danger qui plane sur l'humanité, ainsi que Raymond Legault, qui nous a éclairé sur le rôle du Canada, loin de l'image de promoteur de la paix qu'il véhicule. Merci au groupe de travail du collectif, ainsi qu'à Hélène Gobeil et à la COSI pour le soutien technologique. Merci à Boris pour les merveilleux dessins qui illuminent le fascicule malgré des propos pas très joyeux. Merci à vous tous et toutes pour votre présence ce soir, pour votre soutien au collectif Échec à la guerre. Je vous rappelle que le travail du collectif est entièrement militant et autofinancé par ses membres. Alors, merci d'être là. Et finalement, rappelons-nous que le risque d'annihilation de l'humanité est bien trop sérieux pour qu'on se contente de petits pas. Nous devons exiger que le Canada rompe avec la politique nucléaire de l'OTAN et ratifie le traité pour l'interdiction des armes nucléaires. Je vais terminer cette soirée avec des paroles de Noam Chomsky qui nous rappellent qu'on ne peut s'attendre des pouvoirs en place, publics comme privés, qu'ils prennent les mesures nécessaires pour résoudre ces crises environnementales et nucléaires, du moins s'ils n'y sont pas contraints de le faire par une mobilisation populaire soutenue. Donc, c'est la tâche qu'on a devant nous, sensibiliser, mobiliser, faire pression pour nos gouvernements pour que finalement, ils endossent le traité pour l'interdiction des armes nucléaires et qu'on se rapproche de l'élimination des armes nucléaires. À bientôt.